Pendant que ma femme préparait le dîner, j'ai utilisé son téléphone car le mien était cassé. Je devais appeler la banque quand j'ai vu un message de mon associé. Demain, j'envoie cet idiot dans une autre ville pour 3 jours. J'ai hâte de te revoir chez moi. J'ai posé le téléphone en sachant exactement ce que je devais faire. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez. J'étais dans la cuisine. Marisol remuait la cuillère dans la casserole, le dos tourné vers moi, en fredonnant doucement comme si le monde était parfait. L'odeur du dîner chaud remplissait l'appartement. Tout était exactement comme n'importe quel autre mardi soir. Mon téléphone était cassé. L'écran avait été détruit ce matin-là et ne s'allumait plus. J'avais besoin d'appeler la banque de toute urgence. Il y avait un mouvement étrange sur mon compte professionnel qui ne pouvait pas attendre le lendemain. J'ai donc fait la chose la plus naturelle du monde, j'ai pris le téléphone de Marisol, posé sur le comptoir, et je l'ai déverrouillé. C'est alors que je l'ai vu. Une notification, un message d'Hector, mon associé, mon ami de 17 ans, l'homme avec qui j'avais construit chaque peso de ce que nous possédions. Le message disait exactement ceci: demain, je vais envoyer cet idiot à une réunion dans une autre ville pour 3 jours. J'ai hâte de te revoir chez moi. Cet idiot, c'était moi. Je suis resté immobile. Le bruit de la cuillère contre la casserole continuait. Marisol fredonnait toujours. L'odeur de la nourriture était encore là. Tout continuait exactement pareil, comme si le monde ne venait pas de se fendre en deux sous mes pieds. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le téléphone. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement relu le message 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que les mots cessent d'être des mots et deviennent quelque chose qui s'installe dans votre poitrine et ne bouge plus. J'ai reposé le téléphone exactement où il était, face contre le comptoir, dans son étui bleu foncé que je lui avais offert moi-même pour son anniversaire. Puis je suis retourné sur le canapé. À 46 ans, après 17 ans de partenariat avec Hector et 12 ans de mariage avec Marisol, 3 lignes de texte venaient de tout changer à jamais. Mais ce qu'Hector ignorait, ce que Marisol ignorait, c'est que je ne suis pas le genre d'homme qui explose. Je ne l'ai jamais été. Je suis le genre d'homme qui observe, qui attend, qui comprend exactement ce qu'il a entre les mains avant de décider quoi en faire. Et à ce moment-là, assis sur ce canapé, tandis que l'odeur du dîner chaud continuait de remplir l'appartement, j'ai compris que j'avais quelque chose de très précieux, la vérité complète, sans qu'aucun d'eux sache que je la connaissais déjà. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai fixé le plafond pendant des heures, non pas par douleur, mais par quelque chose de différent, quelque chose de plus froid, de plus calculé. Mon esprit s'est mis en mouvement tout seul, comme il le fait toujours quand je fais face à un problème qui nécessite une solution. Et c'était un problème, le plus grave de ma vie, mais un problème malgré tout. Hector avait organisé une réunion pour m'éloigner de la ville. 3 jours d'absence, planifiés, calculés. Cela signifiait que ce n'était pas une erreur d'une nuit. Ce n'était pas quelque chose qui était arrivé soudainement. Cela avait une structure. Cela avait du temps. Cela avait une histoire. Et si cela avait une histoire, cela avait des preuves. J'ai commencé à repasser les derniers mois dans ma tête. Les fois où Hector m'avait suggéré de m'occuper en personne de certains clients dans d'autres villes. Les voyages qui semblaient nécessaires mais qui n'aboutissaient jamais à rien de concret. Les réunions qu'il annulait à la dernière minute avec des excuses qui paraissaient normales à l'époque. Les week-ends où Marisol disait sortir avec des amis et rentrait tard, calme, sans trace de culpabilité sur le visage. Tout commençait à prendre une autre forme. Je me suis levé à 3 heures du matin, je suis allé à la cuisine, j'ai versé un verre d'eau et je suis resté là, dans le noir. Marisol dormait. La maison était silencieuse, et j'étais parfaitement réveillé, plus réveillé que je ne l'avais été depuis des années, avec une clarté étrange qui n'apparaît que quand quelque chose vous brise à l'intérieur, mais que votre tête refuse de tomber. Le lendemain, Hector m'appellerait. Il me dirait qu'une réunion importante avec un client à Monterrey était urgente, que seul moi pouvais m'en charger. Il me le dirait avec cette voix confiante, amicale, presque fraternelle qu'il utilisait avec moi depuis 17 ans. Et je dirais oui, car parfois le mouvement le plus intelligent est de laisser l'autre croire qu'il gagne. Cette nuit-là, j'ai pris une décision, je n'allais confronter personne. Je n'allais pas faire de scène. Je n'allais rien casser, ni crier, ni pleurer dans un coin.
J'allais faire quelque chose de bien plus efficace, je découvrirais tout ce qui se passait, chaque détail, chaque date, chaque message, chaque mouvement. Et quand j'aurais tout entre les mains, quand l'image serait complète et sans faille, alors je déciderais comment mettre fin à tout cela. Car si Hector pensait m'envoyer à une réunion dans une autre ville, il se trompait lourdement. Il me donnait exactement le temps dont j'avais besoin pour le détruire. Mais avant cela, je devais comprendre quelque chose. Je n'étais toujours pas clair sur le mouvement dans mon compte professionnel. Ce détail qui avait déclenché toute la nuit. La raison pour laquelle j'avais pris le téléphone de Marisol au départ. Car maintenant, avec tout ce que je découvrais, ce mouvement bancaire ne ressemblait plus à une simple irrégularité administrative. Il semblait être une autre pièce, un autre signe, quelque chose qui s'emboîtait trop bien avec le reste pour être une coïncidence. Et si j'avais appris une chose en 17 ans à construire une entreprise à partir de rien, c'est qu'en affaires, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a que des schémas que l'on n'a pas encore fini de lire. Cette nuit-là, dans l'obscurité de ma cuisine, j'ai commencé à lire ce schéma, et ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang d'une façon qu'aucun message texte n'aurait pu faire seul. L'appel d'Hector est arrivé à 9h15 du matin, alors que j'étais assis à mon bureau en train de faire semblant de consulter mes emails. Je l'ai vu sur l'écran du nouveau téléphone que j'avais acheté tôt le matin avant l'arrivée de quiconque. J'ai respiré lentement, puis j'ai répondu. Luciano, comment vas-tu? Hey, je t'appelle parce qu'un truc vient de tomber avec un client à Monterrey. Tu sais comment c'est. Ils veulent une réunion en personne cette semaine, et j'ai pensé que tu étais la bonne personne pour t'en occuper. C'est pour 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi. Tu peux? Il a marqué une brève pause, comme s'il connaissait déjà la réponse mais avait besoin de l'entendre. Bien sûr, ai-je dit. Pas de problème. Je m'organise et je pars demain matin tôt. Il y avait quelque chose dans sa voix après cela. Un soulagement trop rapide, trop net. Parfait. Je t'envoie les détails par email tout de suite. Ce sera une réunion importante. Tu verras. J'ai raccroché et j'ai fixé le téléphone pendant 30 secondes sans bouger. 17 ans à écouter cette voix. 17 ans à faire confiance à ce ton confiant, fraternel et chaleureux. Et maintenant que je savais ce que je savais, j'entendais sous les mots quelque chose qui était invisible auparavant. Une très bonne performance, je dois l'admettre, mais une performance quand même. Je me suis levé, j'ai fermé la porte de mon bureau à clé et j'ai sorti un nouveau carnet que j'avais acheté avec le téléphone ce matin-là. Un carnet papier physique, qui ne pouvait pas être piraté, effacé ou écouté. J'ai commencé à noter des dates, des noms, des mouvements, tout ce dont je me souvenais des 12 derniers mois et qui, vu sous ce nouvel angle, prenait un sens complètement différent. Le voyage à Guadalajara en mars, organisé par Hector du jour au lendemain, en me disant que le client était difficile et avait besoin d'une attention particulière. Le voyage à Veracruz en juin, 5 jours. La conférence à Mexico en août qu'Hector avait insisté pour que j'y aille parce que j'avais un meilleur profil pour ce type d'événement. 3 jours. Rien qu'avec ce dont je me souvenais, Hector m'avait fait sortir de la ville au moins 7 fois au cours de l'année écoulée. 7 fois avec des raisons urgentes, toujours raisonnables. Toujours moi, jamais lui. J'ai fermé le carnet et j'ai ouvert le système comptable de l'entreprise sur mon ordinateur. C'est là que tout a changé. J'étais comptable, mais j'avais passé 17 ans à regarder ces chiffres, et je savais les lire comme on lit le visage de quelqu'un que l'on connaît bien. Et ce que j'ai vu ce matin-là n'était pas normal. Il y avait des virements vers un compte fournisseur que je ne reconnaissais pas, ni le nom, ni le numéro, ni le libellé. Ils étaient enregistrés comme des services de conseil externe, mais il n'y avait aucun contrat associé, aucun livrable documenté, aucun email justifiant la dépense. Le premier virement remontait à 14 mois, pour 1 000 €. Puis 6 000. Puis 8 000. Puis 2 paiements de 10 000 à 3 semaines d'intervalle. Ensuite, la fréquence avait augmenté chaque mois, parfois 2 fois par mois. Les montants variaient, mais le compte destinataire était toujours le même. Je les ai additionnés lentement dans le carnet, colonne par colonne. 142 000 € en 14 mois. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé le plafond. 142 000 € qui étaient sortis de notre entreprise vers un compte que je n'avais jamais autorisé, jamais vu en réunion, jamais signé sur aucun document, un compte qui n'existait dans aucun des contrats dont je me souvenais. Ce n'était plus une simple trahison personnelle. C'était du vol.
J'ai sauvegardé des captures d'écran de chaque transaction dans un dossier crypté sur mon nouveau téléphone. Puis je les ai envoyées à une adresse email personnelle que personne dans l'entreprise ne connaissait, créée ce matin-là sur un réseau extérieur au bureau. Je ne voulais pas laisser de traces sur les serveurs internes. Je ne savais toujours pas jusqu'où cela allait ni combien de personnes étaient impliquées. C'était la prochaine chose que je devais comprendre. Hector n'avait pas pu faire cela seul. Les virements étaient enregistrés dans le système avec des codes d'autorisation qui nécessitaient au moins 2 signatures internes, la mienne ou celle de quelqu'un ayant un accès équivalent. Et je n'avais signé aucun d'entre eux. Cela signifiait que quelqu'un d'autre dans l'entreprise avait un accès qu'il ne devrait pas avoir, ou que des autorisations avaient été falsifiées, ou que le système avait été manipulé de l'intérieur d'une façon que je ne comprenais pas encore complètement. J'avais besoin d'aide, mais elle devait venir de quelqu'un en qui je pouvais avoir une confiance totale, quelqu'un en dehors de l'entreprise, sans aucun lien avec Hector, qui ne savait rien de ce qui se passait et qui avait les outils pour m'aider à comprendre la véritable ampleur de ce que j'avais entre les mains. J'ai pensé à Andreas. Andreas était comptable public et avocat. Une combinaison rare, mais extrêmement utile dans des moments comme celui-ci. Je le connaissais depuis l'université. Nous étions restés en contact au fil des ans, bien que nous n'ayons jamais travaillé ensemble formellement. Il était discret. Il était intelligent. Et surtout, il n'avait aucun lien avec Hector ni avec quiconque dans mon entreprise. Je l'ai appelé depuis le nouveau téléphone, depuis le parking de l'immeuble, loin de toute oreille. Andreas, j'ai besoin de te voir aujourd'hui. C'est urgent et grave. Je ne peux pas t'en dire plus au téléphone. Il y a eu une pause. À quel point grave? Le genre qui nécessite à la fois un avocat et un comptable. Une autre pause. Cet après-midi à 18h, dans mon bureau. J'ai raccroché et je suis rentré. J'ai passé le reste de la matinée à agir normalement. J'ai répondu aux emails. J'ai pris un appel avec un fournisseur. J'ai mangé à mon bureau. J'ai salué Hector quand il est passé dans le couloir avec son sourire habituel, large, confiant, complètement faux. J'ai souri en retour sans qu'un seul muscle de mon visage tremble. « Tout est prêt pour demain ?» m'a-t-il demandé. « Tout est prêt », ai-je répondu. Il a continué dans le couloir et j'ai pris la direction opposée, avec le carnet dans la poche intérieure de ma veste et ses 142 000 € gravés dans ma tête comme un chiffre que je n'oublierai jamais. À 18h précise, j'étais dans le bureau d'Andreas. Je lui ai tout expliqué, du message sur le téléphone de Marisol au virement dans le système comptable. Il m'a écouté sans m'interrompre, avec sa manière de traiter l'information en silence, en hochant à peine la tête de temps en temps. Quand j'ai fini, il est resté silencieux quelques secondes. Puis il a dit, « J'ai besoin de voir les relevés complets du compte pour les 2 dernières années, pas seulement les virements que tu as trouvés. Tout. Et je te demande de ne plus toucher à rien dans le système jusqu'à ce que je l'examine. » À quel point ça peut être grave? Ai-je demandé. Il m'a regardé droit dans les yeux. Cela dépend de la durée et du nombre de couches. Mais si ce que tu décris est ce que je pense, on parle de fraude d'entreprise. Et ça, Luciano, ce n'est plus un problème de relation. C'est un problème criminel. Je suis sorti de son bureau à 20h, la tête qui tournait, mais les pieds fermes. L'air de la rue était froid. Je l'ai respiré lentement, calmement, en regardant les voitures passer. Demain, je ferai semblant de prendre un vol pour Monterrey. Hector penserait avoir 3 jours libres. Marisol penserait la même chose. Mais je n'irai nulle part. Le vol pour Monterrey partait à 7h du matin. J'étais à l'aéroport à 5h30, valise à la main, carte d'embarquement sur le téléphone, jouant chaque partie du rôle avec une précision qui m'étonnait moi-même. J'ai enregistré mes bagages, passé la sécurité, je me suis assis dans la salle d'attente et j'ai commandé un café. Et au moment d'embarquer, je me suis levé, j'ai pris mon sac à dos cabine et je suis sorti de l'aéroport par la porte latérale qui mène au parking public. Les bagages sont partis seuls pour Monterrey. J'ai pris un taxi jusqu'à un petit hôtel à 15 minutes de chez moi, un de ces endroits discrets où personne ne va par choix. J'ai payé en espèces pour 3 nuits d'avance et je suis monté dans la chambre. Je me suis assis sur le lit, j'ai ouvert l'ordinateur portable que j'avais pris au bureau l'après-midi précédent sous prétexte de travailler pendant le voyage, et j'ai commencé. Andreas m'avait envoyé par email crypté une liste de ce dont il avait besoin, relevés de compte, contrats fournisseurs, procès-verbaux des réunions de partenaires, journaux d'accès au système comptable,
emails internes liés au compte suspect. C'était une liste longue et détaillée. Obtenir tout cela sans éveiller les soupçons à l'intérieur de l'entreprise allait nécessiter de l'aide. J'ai pensé à Véronica. Véronica était à l'entreprise depuis 9 ans. Elle était l'assistante administrative avec accès à presque tous les fichiers internes, discrète de nature, efficace par habitude. Elle n'avait jamais eu de relation proche avec Hector. En fait, à plusieurs reprises, elle avait subtilement mentionné que sa façon de gérer le personnel lui semblait inutilement agressive. Elle n'était pas mon allié déclaré, mais elle n'était pas non plus la sienne, et cela suffisait. Je l'ai appelée sur son téléphone personnel, pas celui du bureau. Véronica, c'est Luciano. J'ai besoin d'un service qui doit rester complètement entre nous. Il y a eu une brève pause. Dites-moi. Je lui ai expliqué que j'avais besoin de copies de certains documents administratifs des 2 dernières années, contrats avec des fournisseurs externes, notamment ceux liés aux services de conseil, journaux d'accès au système comptable et procès-verbaux des 12 dernières réunions de partenaires. Je lui ai dit qu'il s'agissait d'un audit interne que je gérais confidentiellement et pour des raisons qu'elle comprendrait plus tard. Je lui ai demandé qu'Hector n'en sache rien. Un autre silence, plus long cette fois. « Tout va bien, monsieur ?» ?»« Pas encore, lui ai-je répondu honnêtement. « Mais ça ira. Je vous enverrai tout cet après-midi sur votre email personnel. » J'ai raccroché et je me suis allongé sur le lit de l'hôtel en fixant le plafond. Dehors, les voitures passaient. La climatisation bourdonnait. Et j'étais là, dans une chambre dont personne ne connaissait l'existence, en train de démonter silencieusement la vie que je croyais connaître. Les documents sont arrivés à 16 heures. Il m'a fallu 2 heures pour tout examiner avec une concentration que je n'avais pas eue depuis des années, en lisant chaque ligne, chaque chiffre, chaque signature. C'est pendant cet examen que j'ai trouvé la seconde couche. Le fournisseur vers lequel Hector virait de l'argent, celui enregistré comme service de conseil externe, avait un numéro de taxe qu'Andreas avait marqué comme suspect dans ses premières notes. Quand je l'ai cherché dans les documents envoyés par Véronica, j'ai trouvé le contrat original. 2 pages, en tête professionnelle, signature en bas. La signature était celle de Marisol. J'ai fixé cette signature pendant un temps que je ne saurais calculer. Son écriture reconnaissable entre mille, la même qu'elle utilisait pour m'écrire des mots dans la cuisine ou signer les cartes de Noël. Elle se trouvait au bas d'un contrat avec une société écran qui vidait notre partenariat depuis 14 mois. Marisol n'était pas seulement la femme qui me trompait avec mon associé. Elle faisait partie du schéma. J'ai appelé Andreas immédiatement, je lui ai envoyé le contrat par email crypté et j'ai attendu. Il m'a répondu en 20 minutes avec un message court, « J'ai besoin de te voir demain. » C'est plus gros que ce qu'on pensait. Je n'ai rien mangé ce soir-là. J'ai marché pendant 1 heure dans les rues du quartier près de l'hôtel, les mains dans les poches, la tête traitant tout à une vitesse presque inconfortable. J'ai pensé aux 12 ans avec Marisol, aux conversations sur l'avenir, aux enfants qui n'étaient jamais venus, aux projets que nous avions construits ensemble avec des mots qui sonnaient maintenant comme des accessoires de scène. J'ai pensé à Hector portant un toast avec moi chaque fois que l'entreprise concluait une bonne année, sa main sur mon épaule quand mon père était mort il y a 4 ans. La façon dont il m'avait regardé ce dernier matin dans le couloir du bureau avec ce sourire bien construit. Je ne ressentais pas de colère à ce moment-là. Je ressentais quelque chose de plus étrange, quelque chose qui ressemblait à la clarté absolue qui apparaît quand on comprend enfin que le problème n'était jamais ce qu'on pensait. Le problème était plus profond, et donc la solution devait l'être aussi. Le lendemain, j'ai retrouvé Andreas dans un café neutre, loin de mon quartier, loin de son bureau. Il est arrivé avec un dossier et une expression que j'avais déjà appris à lire chez lui, celle de quelqu'un qui a de mauvaises nouvelles, mais qui les a bien organisées. La société fournisseur n'existe pas réellement, a-t-il commencé. Elle est enregistrée, mais elle n'a aucune opération, aucun employé, aucun actif. C'est une société écran créée spécifiquement pour recevoir les virements. L'immatriculation fiscale est au nom d'une personne qui apparaît comme représentante légale, mais qui, dans les registres publics, a une adresse qui n'existe pas. Ce type de structure ne sert qu'à une chose, Luciano, le blanchiment d'argent. Il a hoché la tête. Ou a détourné systématiquement des fonds d'entreprise, ce qui, en termes juridiques, a des conséquences tout aussi graves. Et la signature de Marisol sur ce contrat la place au cœur du schéma en tant que signataire autorisé, ce qui signifie que ce n'était pas un acte isolé. C'était délibéré. J'ai bu le café devant moi, même s'il était déjà froid.
Depuis combien de temps es-tu sur ça? M'a demandé Andreas. Depuis quelques jours. Il m'a regardé avec quelque chose qui n'était pas exactement de l'admiration, mais qui y ressemblait. En 4 jours, tu as trouvé ce qu'il cachait depuis 14 mois. Ça en dit long sur toi, et encore plus sur eux. Je lui ai demandé quelles étaient les prochaines étapes. Il me les a expliquées avec sa précision méthodique et claire. D'abord, consolider toutes les preuves dans un dossier formel. Ensuite, consulter un avocat spécialisé en droit des sociétés pour comprendre les options juridiques concernant la dissolution du partenariat et la récupération des fonds détournés. Troisièmement, selon l'ampleur finale de la fraude, évaluer s'il fallait déposer une plainte pénale. Et Marisol? Ai-je demandé. Andreas a choisi ses mots avec soin. Marisol a une réelle exposition juridique. Sa signature sur ce contrat l'implique directement. Ce que tu décides de faire avec ça t'appartient, mais tu dois savoir que si cela arrive à un processus formel, son implication ressortira de toute façon. Je suis sorti de ce café avec le dossier sous le bras et le poids de quelque chose qui était à la fois dévastateur et libérateur. Dévastateur parce que cela confirmait que les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance dans ma vie d'adulte m'avaient trahi d'une manière qui allait bien au-delà du personnel. Libérateur parce qu'il n'y avait plus aucun doute. Il n'y avait plus de zone grise. Il n'y avait plus moyen de me convaincre que peut-être je m'étais trompé. J'avais tout compris avec des documents, des signatures, des chiffres. Cet après-midi-là, depuis la chambre d'hôtel, j'ai reçu un appel d'Hector. Numéro familier, voix habituelle. Comment ça se passe à Monterrey? Bien, ai-je dit. Le client est compliqué, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Parfait. Prends ton temps. Il n'y a pas d'urgence. Pas d'urgence. Bien sûr que non. Chaque heure où j'étais absent était une heure supplémentaire pour lui. Ne t'inquiète pas, lui ai-je dit. Je vais bien utiliser ces jours. J'ai raccroché et je me suis autorisé, pour la première fois depuis le début de tout cela, un petit sourire froid. Parce que pendant qu'Hector pensait contrôler mon temps, j'utilisais ce même temps pour construire quelque chose qu'il ne pourrait pas démonter. Un dossier, une stratégie, une fin qu'il ne voyait pas venir. Et il restait exactement 48 heures avant que tout cela ne se mette en mouvement. Le matin du 3e jour s'est levé avec une fine pluie qui tapait contre la fenêtre de l'hôtel dans un rythme presque hypnotique. Je me suis réveillé tôt, avant la sonnerie, et je me suis assis au bord du lit, les pieds sur le sol, la tête déjà en mouvement. J'avais dormi 4 heures, non pas parce que je ne pouvais pas dormir plus, mais parce que je n'en avais plus besoin. Il y avait quelque chose dans la certitude de savoir exactement ce que l'on allait faire qui vous réveillait avant l'aube avec une énergie différente. Pas de l'anxiété, pas de la peur, quelque chose de plus proche de la concentration que l'on ressent avant une négociation importante quand on sait que l'on a les bonnes cartes et qu'il suffit de les jouer dans le bon ordre. Andreas m'avait envoyé le brouillon du dossier consolidé pendant la nuit. Je l'ai ouvert sur l'ordinateur et je l'ai lu entièrement, de la première à la dernière page, sans rien sauter. C'était un document de 31 pages qui résumait avec une précision chirurgicale 14 mois de fraude systématique, virement classé par date et montant, structure de la société écran avec son numéro de taxe et son adresse inexistante, copie du contrat signé par Marisol. Journaux d'accès au système comptable montrant que les autorisations avaient été saisies depuis le profil d'Hector en dehors des heures normales de bureau, suggérant une action délibérée et discrète, et une analyse finale d'Andreas estimant le montant total détourné à 167 000 €. J'ai fermé l'ordinateur, pris une douche, je me suis habillé calmement et je suis descendu prendre le petit déjeuner dans la petite salle à manger de l'hôtel. J'ai commandé des œufs, du café, du jus. Je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé la pluie tomber dans la rue tout en mangeant lentement. À 10 heures du matin, j'ai appelé Roberto. Roberto était l'avocat d'entreprise qu'Andreas m'avait recommandé. Je ne le connaissais pas personnellement, mais Andreas se portait garant de lui avec une conviction qui me suffisait. Je l'ai appelé depuis un nouveau téléphone, je me suis présenté brièvement et je lui ai dit que j'avais un cas documenté de fraude d'entreprise que je devais traiter de toute urgence et en toute discrétion. Il m'a dit qu'il pouvait me recevoir cet après-midi même. Avant de raccrocher, il m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. L'autre associé sait-il que vous enquêtez? Non. Parfait. Laissez-le continuer à ne rien savoir. Cela nous donne un avantage procédural. J'ai retrouvé Roberto à 15 heures dans son bureau. C'était un homme d'environ 55 ans, mince,
avec une façon de bouger de quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans les tribunaux et qui n'est plus impressionné par grand-chose. Il a examiné le dossier d'Andreas en silence pendant 20 minutes pendant que j'attendais, assis en face de son bureau. De temps en temps, il levait les yeux vers moi avec une question courte. Quand il a fini de lire, il a fermé le dossier et m'a regardé droit dans les yeux. « Vous avez un dossier solide ?» a-t-il dit. « Très solide. La documentation est bien organisée et les schémas sont clairs. Ce que votre associé a fait a un nom juridique, administration frauduleuse aggravée. Et l'implication de votre femme en tant que signataire du contrat avec la société Écran fait d'elle une complice directe, ce qui, en termes procéduraux, signifie qu'ils ont tous deux une réelle exposition pénale. » Je lui ai demandé quelles étaient mes options. Il les a énumérées avec le même calme qu'il avait utilisé pour examiner le dossier. Première option, une action civile en dommages et intérêts pour récupérer les fonds détournés plus les intérêts et les frais de justice. Deuxième option, une plainte pénale pour fraude et administration déloyale, qui pourrait mener à une enquête fiscale et éventuellement à des poursuites pénales. Troisième option, les deux en même temps, ce qu'il recommandait car cela créait une pression sur deux fronts et réduisait la marge de manœuvre de l'autre partie dans un partenariat. Le partenariat peut être dissous pour juste motif lorsqu'il est prouvé que l'un des associés a agi contre les intérêts de l'entreprise, a-t-il ajouté. Avec ce dossier, c'est plus que prouvé. Vous pouvez demander la dissolution et la liquidation dans des conditions qui vous protègent en tant qu'associé lésé. Je suis sorti du bureau de Roberto à 17h avec une clarté que je n'avais pas eue depuis des jours. Tout était en place. Les preuves existaient. L'argument juridique était solide. Les prochaines étapes étaient tracées. Mais il y avait encore quelque chose que je devais résoudre avant que cela ne passe formellement à l'action. Quelque chose que Roberto avait mentionné à la fin de notre entretien, presque comme un détail technique, mais qui avait résonné en moi. Pour la dissolution de la société, avait-il dit, nous pourrions avoir besoin de convoquer une réunion des associés. Cela signifiait qu'à un moment donné, Hector se retrouverait dans la même pièce que moi avec toute la documentation sur la table. Une réunion des associés. Hector dans la même pièce que moi avec tout sur la table. J'ai passé la soirée dans la chambre d'hôtel à planifier cette réunion dans un détail qui aurait semblé obsessionnel à quiconque m'aurait observé. J'ai écrit dans le carnet, barré, réécrit, en pensant à chaque moment de cette rencontre. Que dirais-je en premier? Que laisserais-je pour plus tard? Que demanderais-je pour observer sa réaction avant de montrer les preuves? Comment contrôlerais-je le rythme de la conversation pour qu'il ne puisse jamais anticiper ce qui allait venir? Car c'était crucial dans une confrontation de ce type, celui qui contrôle le rythme contrôle l'issue. À 19h, j'ai reçu un message de Véronica, bref et direct, depuis son téléphone personnel, monsieur. Aujourd'hui Hector a demandé l'accès aux fichiers des contrats des 3 dernières années. Il a dit que c'était pour un audit interne. Je lui ai donné l'accès car je ne pouvais pas refuser sans éveiller les soupçons, mais je voulais que vous le sachiez. Je l'ai lu 2 fois. Hector cherchait quelque chose, ou il vérifiait que tout était encore en place, ou pire, il avait eu un signe que quelque chose n'allait pas et vérifiait sa couverture. J'ai répondu à Véronica par 3 mots, vous avez bien fait. Merci. J'ai appelé Andreas immédiatement. Hector a consulté les fichiers des contrats cet après-midi, lui ai-je dit sans préambule. Un bref silence. Quelle ampleur d'accès a-t-il eu? Complet, selon Véronica. Alors nous devons bouger plus vite que prévu. S'il soupçonne que quelqu'un examine ses mouvements, il pourrait essayer de modifier des enregistrements ou de déplacer des fonds. Roberto a déjà tout. Je lui ai envoyé cet après-midi. Bien. Nous devons convoquer la réunion des associés demain. Non, après-demain. Demain. J'ai raccroché et je suis resté debout au milieu de la chambre d'hôtel, le téléphone à la main. La pluie avait cessé. Le bruit de la ville entrait par la fenêtre, reprenant son rythme normal après l'eau. Et j'étais là, dans cette chambre dont personne ne connaissait l'existence, sur le point de comprimer le calendrier de tout ce que j'avais planifié. Le lendemain, j'ai écrit un message à Roberto pour lui expliquer la situation. Il m'a répondu en 10 minutes, confirmant qu'il pouvait gérer la convocation formelle le soir même et que la réunion pourrait se tenir le lendemain à l'étude de son associé notaire, dans un cadre neutre et avec un procès-verbal juridique de tout ce qui serait dit. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis le début de tout cela, j'ai éteint l'ordinateur, rangé le carnet, je me suis assis dans le fauteuil près de la fenêtre et je me suis simplement autorisé à rester immobile un moment, sans penser aux chiffres, aux dates ou aux stratégies.
Juste immobile, en regardant les lumières de la ville dehors, en laissant le silence faire ce que le silence sait faire quand on le laisse. J'ai pensé à qui j'étais avant cette nuit sur le canapé avec le téléphone de Marisol dans la main. Un homme qui travaillait dur et qui faisait confiance aveuglément. Qui supposait que les personnes qu'il avait choisies pour sa vie étaient dignes de ce choix. Qui croyait que la loyauté était un contrat implicite que personne ne rompait sans une raison au moins compréhensible. J'avais été un homme naïf. Pas stupide, mais naïf. Et il y avait une différence importante entre les deux. L'homme stupide ne peut pas changer parce qu'il ne voit pas le problème. L'homme naïf peut changer dès qu'il décide de regarder. J'avais décidé de regarder, et ce que j'avais vu m'avait transformé en quelque chose de différent. Ni meilleur ni pire. Différent. Plus froid en surface peut-être, mais clair en profondeur, avec une compréhension des gens, des systèmes et de la façon dont le pouvoir change de main que je n'avais tout simplement pas auparavant. C'était la seule chose qu'Hector et Marisol m'avaient accidentellement donnée, une version de moi-même qu'aucun d'eux n'avait calculé trouver au bout de tout cela. Je me suis couché à 23 heures, j'ai réglé l'alarme à 6 heures, et avant de fermer les yeux, la tête sur l'oreiller et l'obscurité complète autour de moi, j'ai pensé au visage qu'Hector ferait demain quand il me verrait franchir cette porte. Il me croyait à Monterrey. Demain, il allait apprendre ce que coûtait de sous-estimer quelqu'un pendant 17 ans. L'alarme a sonné à 6 heures précises, mais j'étais réveillé depuis 5h15. Je me suis levé sans bruit, comme s'il y avait quelqu'un dans la chambre que je ne voulais pas réveiller, même si j'étais complètement seul. J'ai pris une douche froide, je me suis rasé lentement devant le miroir, j'ai enfilé le costume gris que j'avais apporté dans mon sac cabine et que j'avais suspendu la veille pour qu'il ne se froisse pas. Je me suis regardé dans le miroir un moment. 46 ans. Un homme qui, 5 jours plus tôt, avait pris le téléphone de sa femme pour appeler la banque et avait trouvé quelque chose qui avait tout changé. Je n'avais pas l'air détruit. J'avais l'air différent, plus défini, comme si la pression des derniers jours avait enlevé ce qui était superflu et n'avait laissé que l'essentiel. Je suis descendu à la salle à manger, j'ai pris un café et un toast sans réelle faim, mais avec la discipline de quelqu'un qui sait qu'il aura besoin d'énergie. Et à 7h30, je suis sorti de l'hôtel avec le dossier de documents sous le bras et le téléphone dans la poche. Roberto m'avait confirmé par message la veille au soir que la réunion était convoquée pour 10h du matin à l'étude de son associé notaire. La convocation avait été envoyée à Hector par les voies formelles exigées par le contrat de partenariat, avec un préavis minimum de 3 heures, ce qui, dans ce cas, était tout juste respecté légalement. Le motif indiqué dans la convocation était bref, examen urgent des affaires de la société. Pas plus de détails, rien qui anticipe quoi que ce soit. À 8h, j'ai reçu le premier signe qu'Hector avait senti que quelque chose n'allait pas. Il m'a appelé. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. J'ai contrôlé ma respiration. J'ai répondu avec ma voix habituelle. Luciano, je viens de recevoir une convocation pour une réunion des associés aujourd'hui à 10h. De quoi s'agit-il? Je croyais que tu étais à Monterrey. Il y avait une tension dans sa voix que j'aurais ignorée auparavant. Maintenant, je l'entendais avec une clarté parfaite. Ce n'était pas de la curiosité. C'était de l'alarme déguisée en curiosité. Je suis rentré hier soir, ai-je dit calmement. Quelque chose est arrivé qui ne peut pas attendre. On se voit à 10h, Hector. Je t'expliquerai sur place. Un bref silence lourd. Tout va bien? À 10h, ai-je répété, et j'ai raccroché. J'ai fixé le téléphone quelques secondes. Cet appel confirmait 2 choses pour moi. D'abord, Hector ne s'attendait pas à me voir avant vendredi. Ensuite, la convocation formelle l'avait suffisamment inquiété pour qu'il m'appelle immédiatement au lieu de simplement se présenter et attendre. Cela signifiait que son instinct de survie était déjà activé. Quelque part dans sa tête, peu importe à quel point il essayait de se convaincre que tout était sous contrôle, une alarme sonnait. Tant mieux. Qu'il arrive nerveux. Les hommes nerveux font des erreurs. Je suis arrivé à l'étude du notaire à 9h15. Roberto était déjà là avec Andreas et le notaire, un homme âgé nommé Louis qui gérait ce type de procédure avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui en a trop vu pour être surpris par quoi que ce soit. Nous avons revu ensemble l'ordre du jour de la réunion. Roberto parlerait formellement. Andreas présenterait l'analyse financière. Le notaire attesterait de tout ce qui serait dit et présenté. Je parlerai quand le moment serait venu, et pas avant. Comment penses-tu qu'il va réagir?
m'a demandé Andreas pendant que nous attendions. Il va tout nier d'abord, ai-je dit. Ensuite, il va essayer de trouver une erreur dans la documentation. Puis il va essayer de négocier. Et s'il essaie de partir, il ne peut pas. La convocation formelle l'oblige à participer ou à signer son absence, ce qui laisse une trace dans les deux cas. Roberto a hoché la tête sans lever les yeux de ses papiers. Correct. S'il part, la réunion continue et les accords restent valables. À 10h05, j'ai entendu des pas dans le couloir. Hector est entré dans la pièce avec sa façon habituelle d'occuper l'espace, les épaules en arrière, la mâchoire ferme, un sourire qui, dans d'autres circonstances, aurait semblé confiant. Mais aujourd'hui, vu de là où j'étais assis, il avait les bords tendus de quelque chose qui se maintenait avec effort. Il portait une veste, mais pas de cravate. Il était arrivé en hâte. Il m'a vu, s'est arrêté une seconde, et dans cette seconde, dans cette fraction de temps où ses yeux ont traité la scène, le notaire, les avocats, le dossier sur la table, moi assis en face avec les mains croisées et aucune expression particulière sur le visage. Quelque chose dans son visage a changé presque imperceptiblement, comme une fine fissure dans un mur qui avait semblé solide jusqu'à cet instant. Luciano, a-t-il dit d'une voix contrôlée. Je ne savais pas que tu amenais des avocats. Assieds-toi, Hector, ai-je répondu sans hostilité, mais sans chaleur non plus. Il s'est assis. Roberto a pris la parole avec sa précision habituelle et a expliqué le motif formel de la réunion, examen d'irrégularité comptable détecté dans le fonctionnement de la société au cours des 14 derniers mois, présentation des documents justificatifs. Évaluation des conséquences juridiques et définition des prochaines étapes. Hector a écouté la mâchoire serrée. Quand Roberto a fini l'introduction, il a levé la main comme s'il était dans n'importe quelle réunion ordinaire du conseil. Je ne comprends pas de quelles irrégularités vous parlez. Je gère l'opération comptable avec une transparence totale et chaque mouvement a été correctement enregistré. Andreas a ouvert le dossier et a commencé par le début. Le premier virement de 4 000 € il y a 14 mois. Concept, service de conseil externe. Société destinataire, un nom qui semblait légitime, mais qui n'avait aucune opération réelle, aucun employé, aucun actif vérifiable. Hector a froncé les sourcils. C'est un fournisseur légitime avec lequel nous avons travaillé sur un projet spécifique. Quel projet ? A demandé Andreas. Une pause. Je ne me souviens pas du nom exact pour le moment. Je dois vérifier mes dossiers. Nous avons les dossiers ici, a dit Andreas. Il n'y a aucun livrable associé à ce fournisseur dans aucun dossier du système. Aucun rapport, aucun produit, aucune communication de travail, seulement les virements. Hector s'est agité sur sa chaise, un petit mouvement mais visible. Andreas a continué, le deuxième virement, le troisième, les montants augmentant progressivement, la fréquence augmentant, le même numéro de compte destinataire dans tous les cas. Hector a essayé d'interrompre 2 fois de plus avec des explications qui sonnaient de moins en moins convaincantes et de plus en plus improvisées à chaque fois. Roberto l'a laissé parler puis, avec un calme presque chirurgical, a démoli chaque argument avec le document suivant. C'est à ce moment qu'Andreas a posé la copie du contrat sur la table. Voici le contrat qui formalise la relation avec le fournisseur, a-t-il dit. Signé il y a 14 mois. Reconnaissez-vous cette signature ? Hector a regardé le document et quelque chose en lui s'est tendu différemment. Ce n'était plus l'attention de quelqu'un qui cherche des arguments. C'était l'attention de quelqu'un qui vient de voir quelque chose qu'il ne s'attendait pas à voir sur cette table. Car la signature qu'Andreas indiquait n'était pas la sienne. C'était celle de Marisol. Cette signature ne fait pas partie de ma gestion, a dit Hector. Sa voix avait changé, plus basse, plus prudente. Je sais, ai-je dit pour la première fois depuis le début de la réunion. J'ai pris la parole. Tout le monde m'a regardé. Hector a regardé. La signature est celle de Marisol, ma femme. Ce qui signifie que ce n'était pas seulement ta décision. C'était un accord entre vous deux. Planifié, documenté, exécuté pendant 14 mois. Le silence qui a suivi ces mots était d'une qualité particulière. Le genre de silence qui n'est pas l'absence de son, mais la présence de quelque chose de trop lourd pour que les mots le portent. Hector a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Luciano, je peux expliquer. Le montant total détourné est de 167 000 €, les jeux interrompus sans élever la voix, sans bouger de ma position.
167 000 € en 14 mois prélevés sur une entreprise que nous avons construite ensemble pendant 17 ans. Voilà ce qui a besoin d'explication, Hector. Pas à moi. À un juge. C'était la première fois que je le voyais sans réponse. Cela n'a pas duré longtemps. Les hommes comme Hector ne restent pas sans ressources longtemps. En moins de 30 secondes, son expression a changé à nouveau et il est passé au registre suivant, la négociation. Écoute, on peut régler ça entre nous. Ça n'a pas besoin d'aller au tribunal. On peut parler chiffres, conditions, une sortie ordonnée qui ne nuise ni à l'entreprise ni à aucun de nous. Je l'ai regardé un moment avant de répondre. Il y a 5 jours, ai-je dit lentement, j'ai lu un de tes messages sur le téléphone de Marisol. Il disait, je vais envoyer cet idiot à une réunion dans une autre ville pour 3 jours. Cet idiot, c'était moi. Tu m'as volé pendant 14 mois et tu as encore trouvé le temps de m'appeler idiot. Hector n'a rien dit. Donc, ai-je continué, nous allons régler ça entre nous parce qu'entre nous, il n'y a plus rien à régler. Ce qu'il y a, c'est un dossier de 31 pages, 2 avocats, un notaire et un processus juridique qui commence aujourd'hui. Roberto a immédiatement pris la parole pour formaliser le début du processus de dissolution de la société pour juste motif et annoncer le dépôt de la plainte pénale qui serait faite cet après-midi même. Le notaire a commencé à rédiger le procès-verbal. Andreas a organisé les documents dans l'ordre où ils seraient joints au dossier officiel. Et Hector est resté assis de l'autre côté de la table, avec la veste qu'il avait enfilée à la hâte ce matin-là et un sourire qui ne fonctionnait plus. Il regardait le scaffolding entier de ce qu'il avait construit dans mon dos être démantelé document par document devant ses yeux. Avant la fin formelle de la réunion, son téléphone a vibré sur la table. Je l'ai vu regarder l'écran. J'ai vu son expression changer une fois de plus d'une façon qu'il ne pouvait plus contrôler cette fois. C'était un message et, bien que je ne puisse pas lire le texte d'où j'étais, je n'en avais pas besoin, car à ce moment-là j'ai compris que Marisol venait elle aussi d'apprendre quelque chose. Et ce qui viendrait après cette pièce ne serait plus le climax. Ce serait seulement le début de la fin. La réunion s'est terminée à 12h15. Le notaire a clos le procès-verbal. Roberto a rassemblé ses documents avec son efficacité méthodique habituelle et m'a serré le bras brièvement avant de partir. Ce geste silencieux qui n'a pas besoin de mots pour dire ce qu'il dit. Hector a signé les documents qu'il était légalement obligé de signer avec une main que j'ai remarqué légèrement tendue, bien que son visage ait retrouvé ce masque de contrôle que je connaissais aussi. Avant de partir, il m'a regardé une dernière fois depuis la porte. Il n'a rien dit. Moi non plus. La porte s'est refermée et je suis resté seul dans la pièce avec le notaire qui rangeait ses papiers et le bruit de la rue qui entrait par la fenêtre entr'ouverte. J'ai respiré. Ce n'était pas un soupir de soulagement ni d'épuisement. C'était simplement le premier souffle complètement libre que je prenais depuis cette nuit sur le canapé avec le téléphone de Marisol dans la main. Un souffle qui ne portait plus le poids de faire semblant, de calculer ou de retenir quoi que ce soit. Je suis sorti dans la rue et j'ai marché pendant 20 minutes sans but. Le soleil était sorti après la pluie des jours précédents, et la ville avait cet éclat particulier que prennent les choses mouillées quand la lumière les touche. J'ai marché dans des rues que je ne connaissais pas bien. J'ai passé devant des magasins et des cafés et des gens qui allaient vers leurs propres endroits avec leurs propres problèmes. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai senti que le monde extérieur existait vraiment. Qu'il n'était pas seulement un décor derrière ma tête pleine de chiffres, de stratégies et de documents. Mais il restait quelque chose en suspens, quelque chose qu'aucun dossier juridique ne pouvait résoudre, qu'aucun avocat ne pouvait gérer, qu'aucune réunion formelle ne pouvait clore, Marisol. Roberto m'avait clairement expliqué que son exposition juridique était réelle. La signature sur le contrat la plaçait à l'intérieur du schéma de manière documentée, et cela ressortirait dans le processus quoi que je décide de faire personnellement. Mais le processus juridique et la conversation personnelle étaient deux choses différentes. L'un était géré par les avocats, l'autre m'appartenait, à moi seul, et je ne l'avais pas encore eu. Pendant 5 jours, j'avais évité ce moment avec une discipline que je savais au fond de moi ne pas pouvoir maintenir indéfiniment. J'avais simulé le voyage, construit le dossier, mené la réunion des associés, regardé le visage d'Hector s'effondrer derrière son masque de contrôle. J'avais fait tout cela avec une froideur qui m'avait surpris moi-même. Mais Marisol était différente. 12 ans étaient différents. Non pas parce qu'il justifiait ce qu'elle avait fait, mais parce que le poids de ces années signifiait que le moment approchant était d'une nature complètement différente de tout ce qui avait précédé. Je n'allais pas avoir une confrontation stratégique. J'allais avoir une clôture.
Je suis arrivé à l'appartement à 13 heures, j'ai utilisé mes clés normalement, j'ai ouvert la porte et je suis entré. L'appartement sentait, comme toujours, ce doux parfum que Marisol portait et qui, avec le temps, s'était infiltré dans les meubles et les murs jusqu'à devenir indistinguable de l'odeur de la maison elle-même. Il y avait des fleurs fraîches dans le vase de l'entrée. La télévision était allumée dans le salon, mais à faible volume, cette habitude à elle d'avoir du bruit de fond quand elle était seule. Marisol était dans la cuisine quand elle m'a entendu entrer. Elle a passé la tête par la porte avec une expression qui essayait d'être naturelle mais n'y parvenait pas tout à fait. Ses yeux étaient légèrement plus grands que d'habitude, ses mains jointes devant elle. « Je pensais que tu rentrais vendredi », a-t-elle dit. J'ai changé mes plans. Elle m'a regardé encore une seconde. Tout va bien ? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé le dossier sur la table de la salle à manger, j'ai enlevé ma veste, je l'ai accrochée sur la chaise habituelle avec la même naturelle que n'importe quel autre jour, puis je me suis assis. Assieds-toi, Marisol. Quelque chose dans ma voix, ou peut-être dans mon calme, ou peut-être dans le dossier sur la table, a fait changer visiblement son expression. Elle s'est assise en face de moi, le dos droit et les mains sur la table, comme une posture qui essayait de projeter de la tranquillité, mais qui était en réalité celle de quelqu'un qui se prépare à un impact. Je n'ai pas commencé par les documents. Je n'ai pas commencé par les 167 000 euros. Je n'ai pas commencé par le contrat avec sa signature. J'ai commencé par le début. La nuit où j'ai pris ton téléphone pour appeler la banque, ai-je dit, j'ai vu le message d'Hector. Je l'ai lu en entier. Je sais ce qu'il disait et je sais ce que cela signifie. Marisol n'a rien dit. Sa respiration a changé de rythme presque imperceptiblement. Je ne vais pas te demander depuis combien de temps cela dure, parce qu'à un moment donné cette information a cessé de m'intéresser. Ce qui m'importe, c'est ce que j'ai trouvé ensuite. J'ai ouvert le dossier, j'ai sorti le contrat et je l'ai posé sur la table devant elle. Je l'ai tourné pour qu'elle puisse le lire dans le bon sens. J'ai vu ses yeux descendre sur le papier. J'ai vu l'instant exact où elle a reconnu ce qu'elle regardait. C'est ta signature, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Marisol a regardé le document pendant plusieurs secondes sans parler. Quand elle a enfin levé les yeux vers moi, il y avait quelque chose dans son regard que je ne m'attendais pas à trouver. Ce n'était pas exactement de la culpabilité. C'était quelque chose de plus proche de l'épuisement de quelqu'un qui a porté un poids trop longtemps et qui, au fond d'elle-même, ressent quelque chose qui ressemble au soulagement que le moment soit enfin venu de le lâcher. Luciano, a-t-elle commencé? Non, ai-je dit sans dureté, sans élever la voix, simplement non. Je ne veux pas d'explication. Pas ce soir. Pas comme ça. Elle est restée silencieuse. Ce que j'ai besoin que tu comprennes, ai-je continué, c'est que ce n'est plus seulement une conversation entre nous. Ce matin, il y a eu une réunion formelle des associés. Il y a un dossier juridique. Des avocats sont impliqués, et ta signature sur ce contrat te place à l'intérieur d'un processus qui est déjà en marche et qui ne dépend plus de ce que je décide de faire personnellement. J'ai regardé ces mots atterrir, leur sens se déposer par couches. D'abord la surface, puis le fond. Ses mains ont bougé légèrement sur la table. Un petit geste involontaire. Processus juridique, a-t-elle dit, sa voix ayant perdu le contrôle qu'elle essayait de maintenir. Fraude d'entreprise, ai-je dit. C'est ainsi que les avocats appellent ce qui est documenté dans ce dossier. 167 000 euros détournés pendant 14 mois vers une société qui n'existe pas, avec un contrat qui porte ta signature en bas. Voilà ce qu'il y a à Marisol, sur papier, avec des dates, avec des chiffres, avec des journaux d'accès au système. Le silence qui a suivi était différent de celui du notaire. Plus intime, plus lourd d'une autre façon. Parce qu'ici il n'y avait pas de notaire, pas d'avocat, pas de procès-verbal, juste deux personnes assises à la table où elles avaient pris le petit déjeuner des milliers de fois. Avec 12 ans de vie commune flottant dans l'air entre elles comme quelque chose qui n'avait plus de forme reconnaissable. Je ne sais pas ce qu'Hector t'a dit pour te convaincre de faire partie de ça, ai-je dit après un moment. Et à un moment donné je pourrais vouloir le savoir, mais pour l'instant ce qui m'importe c'est ceci. Je me suis légèrement penché en avant. Y a-t-il autre chose que je ne sais pas? Un compte, un document, un accord qui ne figure pas dans ce que j'ai déjà trouvé? Marisol m'a regardé pendant un long moment puis a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Elle a hoché lentement la tête, une seule fois. Mon estomac s'est noué d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis des jours.
parce qu'au milieu de toute la froideur stratégique que j'avais construite, il restait encore quelque chose d'humain à l'intérieur qui n'avait pas été complètement démantelé. Quelque chose qui pouvait encore être surpris. Quelque chose qui faisait encore mal. J'ai besoin que tu dises tout à Roberto, ai-je dit. Mon avocat. Toutes les informations que tu as. Si tu coopères volontairement avec le processus, cela aura du poids dans ce qui va suivre. Si tu ne le fais pas, le processus continue quand même, mais sans ce poids en ta faveur. Qu'est-ce qui va m'arriver? A-t-elle demandé. Une petite question, presque murmurée, qui l'a soudain fait paraître très différente de la femme assise en face de moi une minute plus tôt. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai pris le temps de réfléchir à la réponse, honnêtement, parce que c'était la dernière fois que j'allais avoir cette conversation, et je voulais que chaque mot soit exactement ce qu'il devait être. Ça ne dépend plus de moi, ai-je dit. En fin de compte, ça a cessé de dépendre de moi quand tu as mis ta signature sur ce contrat. Je me suis levé, j'ai pris le dossier, j'ai enfilé ma veste. Marisol était toujours assise à la table, regardant le contrat laissé devant elle, les mains immobiles, tandis que la télévision continuait de jouer doucement depuis le salon, comme si le monde n'avait pas encore une fois changé de forme. À la porte, je me suis arrêté un moment, non pas pour dire autre chose, mais par ce vieil instinct de regarder en arrière une fois avant de partir. 12 ans à regarder depuis cette porte. C'était la dernière fois que je le ferais. Je suis sorti dans le couloir, j'ai fermé doucement la porte. Pas de claquement, pas de drame. Et tandis que je descendais les escaliers avec le dossier sous le bras et le poids exact de tout ce qui venait de se passer installé dans ma poitrine, je me suis autorisé à reconnaître quelque chose que je n'avais pas pu nommer pendant des jours. Je n'étais pas détruit. J'étais libre. Et cette différence, cette énorme distance entre ce que j'avais craint de ressentir et ce que je ressentais réellement, était peut-être la révélation la plus inattendue de tous ces jours. Parce que la liberté, quand elle arrive après quelque chose que vous pensiez devoir vous couler, n'a pas le goût de la victoire. Elle a le goût de l'air pur, du sol solide. Comme la sensation que le prochain pas que vous faites est sur quelque chose de réel. Et c'est ce que j'ai découvert cet après-midi-là, en descendant ces escaliers. C'était suffisant. Pour l'instant, c'était plus que suffisant. Les semaines qui ont suivi ont eu une texture différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Ce n'étaient pas des semaines de crise, même si techniquement elles l'étaient. C'étaient des semaines de mouvements constants, de pièces qui se mettaient en place à de nouveaux endroits, d'un monde qui se réorganisait à une vitesse que je peinais parfois à suivre, et d'autres fois j'avais l'impression de conduire avec une clarté que je ne me connaissais pas. Roberto a déposé la plainte pénale le jour même de la réunion chez le notaire, comme il l'avait promis. Fraude d'entreprise et administration déloyale. Les accusations visaient Hector en tant qu'exécuteur principal du schéma et Marisol en tant que signataire du contrat avec la société Écran. Le dossier qu'Andreas avait construit avec tant de précision s'est avéré exactement ce dont un procureur avait besoin pour ouvrir une enquête sans retards inutiles. Roberto m'a appelé 2 jours plus tard pour me dire que l'affaire avait été acceptée et que le processus d'enquête formelle avait commencé. J'ai pris cet appel assis dans un petit appartement que j'avais loué à 15 minutes de l'entreprise. Mobilier basique, sans histoire, sans photo au mur, sans odeur de quelqu'un d'autre, un espace qui était entièrement à moi d'une façon que l'appartement que j'avais partagé avec Marisol n'avait jamais vraiment été. Même si je n'aurais pas pu l'expliquer à l'époque, je suis resté assis dans l'unique chaise que j'avais près de la fenêtre et j'ai écouté Roberto m'expliquer les étapes du processus avec cette voix qui ne vacille jamais. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé la rue pendant un long moment. Un garçon passait à vélo. Une femme promenait un petit chien. Un livreur a garé sa moto devant l'immeuble d'en face et est monté en courant avec un colis. La vie ordinaire continuait son rythme avec son indifférence parfaite habituelle. 3 jours après la plainte, Hector a engagé l'un des avocats pénalistes les plus chers de la ville. Roberto m'en a informé sans commentaire supplémentaire, mais avec un ton qui en disait assez. Hector prenait cela au sérieux, il savait à quoi il était confronté, et sa première stratégie, comme prévu, allait être d'essayer de contester la validité des preuves et la légitimité du processus d'obtention des documents. Peut-il faire ça? Ai-je demandé. Il peut essayer, a dit Roberto. Mais la documentation a été obtenue complètement légalement. Véronica a un accès autorisé à ces fichiers dans le cadre de ses fonctions. Tu as accès au système comptable en tant qu'associé égal. Il n'y a rien à contester dans la chaîne de collecte des preuves. Son avocat le sait. Il gagne simplement du temps.
Gagner du temps. C'est ce que font les gens qui savent qu'ils perdent. Faire traîner le processus en espérant que quelque chose change. Que quelqu'un se fatigue. Que l'autre partie commette une erreur leur donnant une faille où se glisser. Il n'allait trouver aucune faille, car je n'étais pas fatigué. Paradoxalement, j'étais plus reposé que je ne l'avais été depuis des années. Je dormais mieux dans cet appartement vide que n'importe quelle nuit des 12 derniers mois. Je me réveillais sans la tension sourde que je reconnaissais maintenant comme le poids inconscient de vivre près de quelque chose qui n'allait pas sans savoir comment le nommer. Je me réveillais avec une tête claire, un agenda clair et le genre d'énergie qui n'apparaît que quand ce que vous faites s'aligne parfaitement avec qui vous êtes. C'est pendant ces semaines que Véronica m'a appelé un après-midi pour me dire quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Monsieur, il y a quelque chose que je pense que vous devez savoir. Avant que vous ne découvriez tout cela, il y a environ 6 mois, j'ai remarqué des choses étranges dans les registres comptables. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'elles signifiaient, mais elles ont soulevé des doutes. Je suis allé en parler à Hector et il m'a dit que c'était des ajustements techniques normaux de fin d'année et de ne pas m'inquiéter. Je l'ai cru. Je voulais que vous sachiez que si j'avais su ce qui se passait vraiment Véronica, les jeux interrompus calmement. Vous avez fait exactement ce que vous deviez faire à chaque moment. D'abord quand vous avez posé des questions, puis quand vous avez décidé de m'aider. Vous n'avez rien à vous reprocher. Il y a eu un bref silence à l'autre bout. Merci, monsieur. J'ai raccroché et j'ai continué à penser à ce qu'elle venait de me dire. 6 mois plus tôt, Véronica avait remarqué quelque chose. Elle l'avait signalé en interne et Hector l'avait neutralisé avec une simple explication et une position d'autorité. Cela me disait quelque chose d'important sur la façon dont tout le schéma avait fonctionné. Non pas avec une audace aveugle, mais avec une intelligence calculée. Hector savait exactement quelles explications donner, quel ton utiliser, quel niveau de confiance projeter pour garder tout le monde à sa place sans que personne ne relie les points. 17 ans à construire cette confiance, puis à l'utiliser comme outil pour voler. Il y avait quelque chose là-dedans de plus révélateur pour moi que les documents eux-mêmes. Les documents montraient le quoi, le quand et le combien. Mais cela montrait le comment, la froideur de construire des relations pendant des années avec l'intention de les exploiter. La patience d'attendre le bon moment. La capacité de faire fonctionner 2 versions de la réalité en parallèle sans qu'aucune n'interfère avec l'autre. Pendant des années, j'avais admiré la confiance d'Hector, sa capacité à gérer la pression, son habileté à lire les situations et à répondre avec exactement le bon dosage de mots. Maintenant, je voyais ces mêmes qualités sous un autre angle et je comprenais qu'elles n'étaient pas des vertus, mais des outils, et les outils n'ont pas de morale. Ils sont ce qu'ils sont, selon les mains qui les utilisent. La 2e semaine après la plainte, Roberto m'a informé d'un développement que je n'avais pas complètement anticipé, bien qu'avec le recul cela avait un sens parfait. Marisol avait décidé de coopérer, non pas avec moi, mais avec le processus. Elle avait engagé son propre avocat et, par son intermédiaire, avait offert une déclaration volontaire au procureur en échange d'une prise en compte sur les accusations. La déclaration incluait des informations sur l'origine du schéma, comment Hector l'avait impliqué, des détails de communication et d'accords qui n'apparaissaient pas dans les documents que j'avais déjà. Roberto me l'a expliqué avec sa neutralité professionnelle habituelle. C'est une décision intelligente de sa part d'un point de vue juridique. Son exposition est considérablement réduite si les informations qu'elle fournit sont pertinentes et vérifiables pour l'affaire. Globalement, sa coopération renforce substantiellement le dossier contre Hector et pour le processus de divorce. J'ai demandé si son implication documentée dans le schéma de fraude avait des implications pour le partage des biens. Spécifiquement, les biens déterminés comme ayant été acquis ou maintenus avec des fonds détournés pouvaient être exclus du patrimoine matrimonial. Cela me favorisait directement. C'était un rebondissement que je n'avais pas cherché, mais qui avait une logique parfaite. Marisol, en coopérant pour réduire son exposition pénale, fournissait simultanément des informations qui consolidaient ma position dans le processus civil. Il n'y avait pas moyen de séparer les 2 choses. C'était la même vérité vue sous 2 angles différents. La 3e semaine a apporté le moment que Roberto avait anticipé depuis le début. L'avocat d'Hector a contacté le sien avec une proposition, restitution volontaire du montant total détourné de 167 000 € plus un supplément de 20% en compensation des dommages, en échange d'une sortie négociée du processus pénal. La proposition incluait également le transfert de sa part de partenariat dans des conditions conçues pour paraître généreuses, mais que Roberto a immédiatement identifiées comme insuffisantes compte tenu des dommages réels documentés.
Roberto me l'a présenté sans recommandation dans un sens ou dans l'autre, juste les termes clairs et ordonnés et la question implicite de ce que je voulais faire. J'ai pris 24 heures avant de répondre, non pas parce que je doutais de la réponse, mais parce que je voulais être sûr que la décision que je prendrais serait complètement mienne, sans précipitation, sans réaction émotionnelle d'aucune sorte. Je voulais pouvoir la regarder sous tous les angles possibles et choisir à partir de la clarté et de rien d'autre. Le lendemain, j'ai appelé Roberto. Rejeter la proposition, ai-je dit. La restitution de l'argent n'est pas négociable, elle doit figurer dans tout accord. Mais la sortie du processus pénal n'est pas négociable. Ce qu'il a fait a des conséquences juridiques, et ces conséquences font partie du processus, pas d'une variable à négocier comme le prix d'un contrat. Roberto n'a pas répondu immédiatement. Puis il a dit, compris. Un message supplémentaire pour votre contrepartie? J'ai réfléchi une seconde. Dites-leur que s'ils veulent proposer quelque chose de différent, qu'ils le fassent par écrit et avec des chiffres réels. Ne m'envoyez pas des propositions conçues pour paraître ce qu'elles ne sont pas. J'en ai assez de ça. Il y avait quelque chose qui ressemblait presque à un sourire dans la voix de Roberto quand il a répondu, avec plaisir. Cette nuit-là, assis dans l'unique chaise de mon appartement vide avec une tasse de café qui avait refroidi sans que je m'en rende compte, je me suis autorisé à penser à Hector d'une façon différente de toutes ces semaines. Pas avec colère. La colère avait cessé d'être utile depuis longtemps, et j'avais appris à lâcher les choses quand elles arrêtaient d'être utiles. Mais quelque chose de plus proche d'une compréhension froide et détachée de ce qui s'était vraiment passé entre nous. Hector m'avait sous-estimé. C'était la racine de tout. Il m'avait vu comme quelqu'un qui travaillait dur, mais qui regardait vers l'intérieur, vers l'entreprise, vers les projets, les clients et les chiffres, et pas sur le côté, pas vers lui. Il m'avait calculé comme un homme de confiance aveugle et avait utilisé cette confiance comme point d'appui pour tout le schéma. Et en cela, il n'avait pas complètement tort. J'avais été cet homme jusqu'à cette nuit sur le canapé. Ce qu'il n'avait pas calculé, c'était ce que cette même nuit avait activé en moi. La capacité d'observer froidement, de bouger silencieusement, de construire quelque chose de solide dans le silence. Pendant qu'il pensait que tout restait exactement pareil, il voulait envoyer cet idiot à une réunion dans une autre ville. Et cet idiot avait utilisé ces 3 mêmes jours pour le démonter complètement. J'ai posé la tasse de café sur la table, je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. La ville dehors avait ce calme particulier des soirs de semaine quand tout s'apaise, mais que le silence complet n'est pas encore arrivé. Des lumières allumées dans des immeubles lointains, le bruit lointain d'une voiture, le clignotement lent d'un feu de circulation au coin, tout à sa place, tout exactement comme il devait être. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, aussi. Le processus juridique avait son propre rythme, comme tous les processus juridiques, lent par moments et étonnamment rapide à d'autres, avec une logique interne. Roberto l'expliquait au fur et à mesure qu'il avançait, pour que je ne perde jamais la trace d'où nous étions et où nous allions. J'avais appris à faire confiance à ce rythme sans désespérer ni précipiter, à laisser chaque étape s'accomplir en son temps sans essayer de pousser ce qui ne pouvait pas l'être et sans lâcher ce qui devait être maintenu. 6 semaines après la réunion chez le notaire, Hector a été officiellement convoqué par le procureur en tant qu'accusé dans le processus pénal. Roberto m'en a informé un mardi matin avec sa voix habituelle, neutre et précise, mais avec quelque chose en dessous que je pouvais déjà lire comme une satisfaction professionnelle bien contenue. La convocation formelle signifiait que le dossier avait passé l'examen initial et que le processus avait assez de substance pour passer à l'étape suivante. L'avocat d'Hector avait essayé 2 objections procédurales au cours des semaines précédentes et les 2 avaient été rejetées. L'édifice qu'ils avaient construit pour se défendre avait les mêmes fissures que tous les édifices construits sur des mensonges. On les voyait quand la lumière les frappait sous le bon angle. Cette même semaine, j'ai reçu un appel auquel je ne m'attendais pas. C'était Louise, un homme d'affaires avec qui nous avions eu des discussions préliminaires presque 2 ans plus tôt sur une possible collaboration qui n'avait jamais abouti parce qu'à l'époque j'étais trop concentré sur d'autres projets et qu'Hector avait dit que le timing n'était pas bon. Maintenant, Louise appelait directement mon téléphone personnel pour reprendre cette conversation. J'ai entendu parler de certains mouvements dans votre entreprise, a-t-il dit sans détour avec cette façon directe qui avait toujours caractérisé son discours. Pas les détails, mais qu'il y a des changements majeurs. Je voulais vous appeler pour vous dire que si vous pensez à de nouveaux projets, la proposition dont nous avions parlé il y a 2 ans est toujours sur la table, mise à jour, améliorée, et cette fois sans intermédiaire donnant leur avis sur le bon timing.
Cette dernière phrase m'a dit que Louis en savait plus qu'il ne le prétendait ou qu'il avait fait ses propres connexions. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas le moment d'explorer cette conversation en détail, mais c'était le moment de la garder ouverte. Donnez-moi un mois, lui ai-je dit. Quand le tableau sera plus clair, nous parlerons calmement. Un mois, a-t-il répété. Je serai là. J'ai raccroché et j'ai noté la conversation dans le carnet. Non pas parce que j'allais l'oublier, mais parce que j'avais appris au cours de ces semaines la valeur d'enregistrer tout, conversations importantes, dates, engagements, signaux. Un homme qui note ce qui importe a une mémoire bien plus fiable que celui qui ne fait confiance qu'à sa tête. Le processus de divorce avançait en parallèle avec le pénal. Géré par Roberto avec la même efficacité méthodique qu'il appliquait à tout le reste. Marisol et son avocat avaient présenté leurs propres conditions initiales, que Roberto classait comme un point de départ de négociation plutôt qu'une position réelle. Le fait que Marisol ait coopéré avec le procureur ne l'exemptait pas des conséquences civiles de son implication dans le schéma, mais cela influençait le ton général des négociations, qui était plus pragmatique et moins conflictuel qu'elle n'aurait pu l'être. Il y a eu un moment dans ce processus qui m'est resté en mémoire d'une façon particulière. Roberto m'avait appelé à son bureau pour examiner un projet d'accord sur le partage du patrimoine matrimonial. Nous étions assis en face de son bureau quand il a mentionné un détail auquel je n'avais pas pensé jusqu'alors. Il y a un compte d'investissement à vos deux noms que Marisol a déclaré dans son inventaire des biens, a-t-il dit. Il est actuellement évalué à 83 000 €. Son avocat propose un partage 50-50e. Je l'ai regardé. Connaissez-vous l'origine de cet argent? Roberto m'a rendu mon regard avec cette expression qui ne disait rien et disait tout. C'était exactement ce que j'avais demandé à Andreas quand j'avais vu le chiffre. Andreas avait examiné l'historique de ce compte. Les dépôts qu'il avait alimentés au cours des 14 derniers mois correspondaient en date et en montant à une partie des virements vers la société écran. Tout l'argent détourné n'était pas allé sur ce compte, mais une partie significative y était passée avant d'être déplacée vers d'autres destinations que le procureur suivait, ce qui signifiait que ce compte n'était pas un bien matrimonial légitime. C'était une preuve supplémentaire. Est-ce déjà entre les mains du procureur? Ai-je demandé. Andreas le lui a envoyé hier, a dit Roberto, et en termes de processus civil, cela change substantiellement la discussion sur le partage des biens. Ces 83 000 € ne font pas partie du patrimoine matrimonial parce que leur origine est liée au schéma frauduleux. La proposition de son avocat n'a aucun fondement. Je suis sorti du bureau de Roberto cet après-midi-là avec le sentiment que je connaissais bien maintenant, celui qui apparaît quand une pièce que vous ne saviez pas manquer s'emboîte à la bonne place. Et soudain, tout le tableau a une cohérence qu'il n'avait pas auparavant. Ce n'était pas exactement de la satisfaction. C'était plus proche de la confirmation que quand les choses sont bien faites, quand le travail est solide et que la vérité est complète, la réalité tend à s'organiser autour de cela d'une façon qui semble parfois presque inévitable. Pendant les semaines qui ont suivi cette réunion, Hector a fait une deuxième proposition par l'intermédiaire de ses avocats. Cette fois, les chiffres étaient différents. La restitution complète était toujours incluse, mais les conditions autour avaient changé de manière significative. C'était une proposition plus sérieuse, plus réelle, conçue par quelqu'un qui avait enfin compris que la marge de manœuvre se refermait, et que chaque semaine qui passait sans accord était une semaine supplémentaire où le processus pénal avançait contre lui. Roberto me l'a présenté avec la même neutralité qu'à son habitude. Je l'ai examiné calmement, je l'ai lu 2 fois, j'ai noté des questions dans le carnet, je les ai discutées séparément avec Roberto et Andreas. J'ai pris 48 heures puis j'ai pris une décision que Roberto n'attendait pas complètement. La partie civile, ai-je dit. Restitution complète, les dommages supplémentaires et le transfert de sa part de partenariat selon les conditions que nous avons proposées, pas celles qu'il propose. C'est non négociable. Quant au processus pénal, ce n'est pas à moi de le négocier. Il est entre les mains du procureur et qu'il suive son cours. Roberto a traité cela un moment. Vous êtes sûr? La restitution de l'argent n'est pas négociable, ai-je répété. Mais la sortie du processus pénal n'est pas à discuter. Ce qu'il a fait a des conséquences juridiques réelles, et ces conséquences font partie du processus, pas d'une variable à négocier. Roberto a hoché lentement la tête et dans ce hochement il y avait quelque chose qui n'était pas seulement un accord professionnel. C'était plus comme la reconnaissance que la personne en face de son bureau avait compris une distinction que beaucoup de clients dans des situations similaires ne saisissaient pas. La différence entre ce qui vous appartient de récupérer et ce qui appartient à l'autre d'affronter.
Deux choses différentes qui ne doivent pas être confondues même si elles sont liées. L'accord civil a été signé 16 jours plus tard, restitution complète des 167 000 € plus 32 000 supplémentaires pour dommages documentés, transfert de la part de partenariat d'Hector dans des conditions qui me laissaient seul propriétaire de l'entreprise avec tous ses actifs et contrats actifs. Signature d'un accord de confidentialité qui bénéficiait en réalité plus à Hector qu'à moi, mais que Roberto avait inclus comme concession mineure pour faciliter la clôture de l'accord civil sans compromettre quoi que ce soit d'essentiel. Le jour où j'ai signé ce document, j'étais seul dans le bureau de Roberto avec le notaire habituel et les deux avocats. Pas de célébration, pas de discours, pas de scène qui aurait paru déplacée dans ce contexte. Juste les signatures, le tampon, la poignée de main protocolaire habituelle. Je suis sorti dans la rue et j'ai marché comme la première fois après la réunion chez le notaire, mais différemment. Cette fois-là j'avais marché avec le poids de ce qui venait d'arriver s'installant par couche. Cette fois j'ai marché avec quelque chose de plus léger, non pas l'absence de poids, mais le bon type de poids, celui des choses qui ont été vraiment résolues et non simplement reportées. Le processus pénal contre Hector a continué son cours sans que j'aie besoin de faire quoi que ce soit d'autre dedans. La plainte avait été déposée. Le dossier était entre les mains du procureur. Les avocats des deux côtés faisaient leur travail. Je n'étais plus le moteur de ce processus. J'étais le plaignant. Et cette distinction, qui au début avait été difficile à lâcher parce que je sentais que lâcher le contrôle signifiait perdre du terrain, me semblait maintenant exactement juste. J'avais fait ce que je devais faire avec précision, avec documentation, avec patience. Le reste était la machinerie de la justice qui faisait son travail. Et pendant que cette machinerie avançait, j'avais quelque chose à faire qui m'appartenait entièrement. Qui ne dépendait d'aucun processus ni d'aucune décision extérieure, reconstruire. Cet après-midi-là, j'ai appelé Louise. Le mois est passé, lui ai-je dit. Continuons cette conversation. Sa réponse a été immédiate. Demain à mon bureau. J'ai raccroché et j'ai regardé la ville depuis la fenêtre de mon appartement. Dehors, le soleil commençait à se coucher et les immeubles projetaient de longues ombres sur les rues. Quelque part dans cette ville, il y avait un homme qui avait cru pouvoir construire son bien-être sur mon dos pendant 17 ans et qui faisait maintenant face aux conséquences de cette décision. Au même endroit, il y avait une femme qui avait choisi le mauvais chemin à un moment donné. Je n'avais plus besoin de comprendre exactement pour avancer. Et ici j'étais, avec une entreprise qui était maintenant entièrement à moi, avec 199 000 € en cours de restitution, avec une réunion demain à 10 h qui pouvait être le premier pas de quelque chose de nouveau à 46 ans, et avec une clarté que je n'avais jamais eue. Je ne repartais pas de zéro. Je repartais de tout ce que j'avais appris. Et cette différence était énorme. La réunion avec Louise a duré 3 heures. Je suis arrivé à son bureau à 10 heures précises avec le carnet, le téléphone et la version la plus à jour des états financiers de l'entreprise qu'Andreas avait préparé pour moi la semaine précédente avec une clarté que les chiffres de cette entreprise n'avaient pas eu depuis longtemps. Car c'est ce qui arrive quand on retire d'un système tout ce qui corrompait son fonctionnement. Les chiffres c'est pur. L'image réelle apparaît. Et l'image réelle de ce que j'avais, purgé de 14 mois de saignement systématique, était considérablement meilleure que ce que j'avais estimé moi-même dans mes moments les plus optimistes des dernières semaines. Louise était un homme qui écoutait avant de parler. Je l'avais remarqué la première fois que nous avions eu des contacts il y a 2 ans et je le confirmais maintenant à nouveau. Il m'a laissé parler pendant presque 40 minutes sans m'interrompre sauf pour poser des questions courtes et précises montrant qu'il traitait chaque mot en temps réel. Quand j'ai fini de présenter la situation actuelle de l'entreprise, ses actifs, ses contrats actifs, son portefeuille de clients et les projections qu'Andreas avait établies pour les 18 prochains mois, Louise s'est adossé à son fauteuil et est resté silencieux pendant presque 1 minute entière. J'ai attendu sans remplir ce silence. J'avais appris au cours de ces semaines la valeur de laisser les silences faire leur travail. Ce que vous me présentez, a-t-il finalement dit, c'est une entreprise qui était saignée de l'intérieur, mais qui a une structure réelle, de vrais clients et un historique opérationnel qui a survécu à 14 mois de sabotage interne sans s'effondrer. Cela dit quelque chose de très spécifique sur ce que vous avez construit. Cela dit que les fondations étaient solides. J'ai acquiescé. Exactement. Et les fondations sont la seule chose que vous ne pouvez pas improviser. La proposition que Louise a mise sur la table ce matin-là était différente de celle dont nous avions discuté il y a 2 ans. Plus développée, plus concrète, avec des chiffres reflétant une compréhension réelle. Ce n'était pas une acquisition ni une prise de contrôle.
C'était un partenariat avec une structure claire, des rôles définis, des parts établies dès le début, avec une précision que l'on apprend seulement après avoir vu ce qui arrive quand ces choses sont laissées ambiguës. J'ai dit cette dernière partie. Louise m'a regardé avec une expression qui contenait quelque chose comme de la curiosité. Vous voulez un contrat plus détaillé que d'habitude? Je veux un contrat qui ne laisse aucune place à l'interprétation créative, ai-je dit. Chaque part, chaque responsabilité, chaque mécanisme de décision, chaque scénario de sortie, tout écrit, tout signé, tout vérifiable. Louise a souri. Pas un sourire poli, mais un sourire sincère de quelqu'un qui vient d'entendre quelque chose qu'il trouve fondamentalement juste. C'est exactement le genre d'associé que je cherche. Je suis sorti de cette réunion à 13h avec un accord de principe signé sur une feuille que Louise avait sortie de son imprimante et que nous avions tous deux paraphé sans cérémonie. Avec la compréhension que ce papier était le début d'un processus formel qui prendrait des semaines pour être complété correctement, mais qui devait être lancé de manière concrète pour cesser d'être une conversation et devenir un véritable engagement. Dans le taxi qui me ramenait à mon appartement, je me suis autorisé quelque chose que j'avais reporté pendant des semaines, penser à l'avenir en termes concrets. Pas en termes de ce que je devais résoudre ou de ce qui viendrait ensuite dans un processus juridique ou des prochaines étapes de la négociation, mais en termes de ce que je voulais construire, de ce que je voulais que ma vie ressemble dans 1 an, dans 3, dans 5. Quel genre de personne je voulais avoir autour de moi, quel genre de projet je voulais investir mon énergie, quel genre d'homme je voulais être à 50 ans, à 55 ans, dans les années qui m'attendaient et qui soudain ne semblaient plus une extension de ce qui avait précédé. Mais quelque chose de complètement nouveau. C'était un sentiment étrange et puissant en même temps. Comme quand on ouvre une fenêtre qui est restée fermée longtemps et que l'air entre à flot et que pendant une seconde on ne sait pas s'il fait froid ou chaud. On sait juste qu'il est différent et qu'on en avait besoin sans savoir qu'on en avait besoin. 2 semaines après cette réunion avec Louise, le processus pénal contre Hector a enregistré un progrès. Roberto me l'a communiqué avec plus de détails que d'habitude. Le procureur avait trouvé, sur la base des informations fournies par Marisol dans sa déclaration volontaire, des preuves que le schéma de détournement de fonds n'avait pas commencé il y a 14 mois, mais presque 3 ans plus tôt. Les premiers mouvements avaient été mineurs, presque imperceptibles. Le genre enregistré comme des erreurs d'arrondi dans une revue superficielle. L'échelle avait grandi progressivement et délibérément, testant les limites du système, ajustant la méthodologie, construisant une couverture de plus en plus sophistiquée. 3 ans. Quand Roberto m'a dit ce chiffre, je suis resté silencieux un moment. Pas exactement par surprise. La vraie surprise, je l'avais ressentie cette nuit sur le canapé et tout ce qui avait suivi avait été un processus de compréhension de la véritable dimension de ce que j'avais découvert. Mais 3 ans était un chiffre avec un poids spécifique parce que 3 ans plus tôt je croyais encore que tout allait bien. 3 ans plus tôt j'avais renouvelé le contrat de partenariat avec Hector lors d'un dîner de célébration et d'une bouteille de vin que nous avions choisi ensemble. 3 ans plus tôt j'avais parlé avec Marisol d'acheter une plus grande maison parce que l'entreprise grandissait et que l'avenir semblait solide. Et pendant tout ce temps, sous cette surface de normalité, quelque chose bougeait dans l'ombre. Je l'ai laissé me traverser un moment. Je l'ai senti dans sa véritable dimension, sans essayer de le minimiser, de le rationaliser ou d'en faire autre chose. Et puis je l'ai laissé partir parce que s'y accrocher était inutile. Et j'avais appris au cours de ces semaines à ne pas porter ce qui n'est pas utile. Le divorce a été prononcé un jeudi matin dans une petite salle d'audience familiale. Marisol et moi étions dans la même pièce pendant 40 minutes sans nous parler directement. Tout passait par les avocats, ce qui est la façon dont ces choses doivent se passer quand les mots directs n'ont plus rien d'utile à ajouter. J'ai signé où l'on m'a dit de signer. J'ai écouté ce que le juge avait à dire, et quand tout a été fini, je me suis levé, j'ai serré la main de Roberto et je suis sorti. Dans le couloir du palais de justice, j'ai croisé l'avocat de Marisol, qui m'a salué d'un signe de tête professionnel. Derrière lui, à quelques mètres, se trouvait Marisol. Nous nous sommes regardés pendant une seconde, juste une seconde, assez pour que je voie quelque chose dans son visage qui n'était pas exactement du regret, mais qui n'en était pas non plus l'absence. Quelque chose de plus complexe, plus difficile à nommer, le genre de choses qui restent sur les visages des gens quand ils ont vécu quelque chose qui les a changés de façon qu'ils ne comprennent pas encore complètement. Je ne lui ai rien dit, non pas parce que je manquais de mots, mais parce que les mots que j'avais n'étaient pas pour ce couloir ni pour ce moment. Ils étaient à moi, et certaines choses sont mieux gardées. Non pas pour les utiliser, mais simplement parce qu'elles sont avouées à personne d'autre. Je suis sorti du palais de justice à midi.
Le soleil était directement au-dessus et la rue brillait de cette lumière blanche de midi qui ne jette pas d'ombre. Je suis resté un moment sur le trottoir, les mains dans les poches et les yeux plissés contre la lumière. 46 ans. Une entreprise qui était entièrement à moi. Un processus juridique qui avançait sans que j'aie besoin de le pousser. Un nouveau partenariat qui prenait forme avec quelqu'un qui comprenait les mêmes choses que moi sur la façon dont les choses doivent être construites. Un petit appartement qui n'avait encore aucune histoire, mais qui en aurait une. Un avenir dessiné par personne d'autre que moi. J'ai pensé à la nuit sur le canapé, au téléphone de Marisol dans ma main, à ces 3 lignes de texte qui avaient divisé le temps en 2 moitiés si différentes qu'il était difficile de croire qu'elles appartenaient à la même vie. Cet idiot, avait dit Hector, cet idiot qui travaillait si dur qu'il ne voyait pas ce qui était juste devant lui. Cet idiot confiant, prévisible, gérable. Cet idiot que l'on pouvait envoyer à une réunion dans une autre ville et avoir 3 jours libres sans qu'il remarque quoi que ce soit. Cet idiot avait utilisé ces mêmes 3 jours pour démanteler 17 ans de trahison avec une précision qu'aucun d'eux n'avait calculée trouvée. Et maintenant cet idiot se tenait sur un trottoir sous le soleil avec la ville qui bougeait autour de lui, avec tout ce dont il avait besoin pour construire quelque chose de nouveau et rien de ce qu'il ne devait pas porter. Je n'ai pas ressenti le besoin d'appeler quelqu'un pour partager ce moment. Je n'ai pas ressenti le besoin que quelqu'un le valide, le célèbre ou le rende plus grand qu'il n'était. Il suffisait de le ressentir seul, en silence. Debout sur ce trottoir, les yeux plissés contre la lumière. Il y a des victoires qui n'ont pas besoin de témoins. Les plus importantes, en fait, en ont presque jamais. Je me suis dirigé vers la station de taxi avec le même calme que j'avais eu dans toutes les autres directions importantes de ces dernières semaines, sans précipitation, sans le poids de ce que j'avais laissé derrière. Avec la clarté spécifique des hommes qui ont regardé quelque chose de difficile droit dans les yeux et qui ont décidé de ne pas détourner le regard. Le taxi est arrivé. Je suis monté. J'ai donné l'adresse de mon appartement. Et tandis que la ville défilait par la fenêtre avec son rythme indifférent et beau, je n'ai pensé qu'à une seule chose, demain, la suite commence, et ce qui vient ensuite est à moi.